Ah non, c'est lancé. Ouais. Bonjour à tous et merci d'assister à notre webinaire Assemblée générale en période de pandémie que je vais co-animer avec mon collègue Arnaud Wurtz, journaliste spécialisé. Moi-même, je suis Maïa Van de Velde, journaliste spécialisée en droit des affaires aussi. Donc, 2 mots sur le fonctionnement de ce webinaire. Arnaud et moi, on va vous présenter à 2 voix les dispositifs dérogatoires de tenue des assemblées en période de pandémie. Et pendant toute la durée du webinaire, vous pourrez poser vos questions sur le chat de Webikeo, qui va être modéré par une 3e journaliste de notre rédaction. Alors, elle répondra sans doute pas aux questions en direct, ou en tout cas pas à toutes les questions. En revanche, elle va les sélectionner, donc elle nous transmettra celles qui, selon elle, appellent des réponses rapides auxquelles nous tenterons donc de répondre à la fin du webinaire. Et elle mettra les autres de côté, pas pour les abandonner évidemment, mais pour y répondre de manière plus circonstanciée, réfléchie et par écrit, dans un article qu'on fera passer soit à la quotidienne, soit au BRDA. De toute manière, on vous tiendra au courant de ce qu'on a décidé. Ça va dépendre un peu de la teneur des questions, de leur longueur, etc. On vous enverra un mail pour vous informer et évidemment, on mettra les réponses à votre disposition gratuitement. Donc, commençons. Tout le monde le sait, les restrictions physiques qui ont cours depuis le début de la crise sanitaire empêchent physiquement, concrètement, la tenue des assemblées générales et la réunion des organes de direction collégiaux des sociétés. Alors, évidemment, à des degrés variables, suivant le lieu, la taille de la société, la période concernée, etc. Pour permettre la continuité du fonctionnement des assemblées et de ces organes, le gouvernement a pris une série de dispositions dérogatoires qui assouplissent et adaptent les règles de réunion et de délibération. Alors, je vais vous présenter les textes de manière très succincte tout de suite. Les 2 premiers textes fondateurs qui ont été pris sur une habilitation du gouvernement par la loi d'urgence, c'est l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 et son décret d'application du 10 avril 2020. Donc ces 2 textes ont évidemment d'abord conçu un dispositif pour une durée limitée, malheureusement la crise sanitaire ayant duré plus longtemps que prévu. Plusieurs autres textes sont venus aménager et prolonger ce dispositif. Le dernier en date, c'est un décret qui prolonge les dispositifs dérogatoires jusqu'au 31 juillet 2021, ce qui va permettre aux assemblées générales de juin d'approbation des comptes de bénéficier du droit dérogatoire. Donc, ça devrait rassurer un certain nombre d'entreprises. Alors, toujours sur cette succession de textes, je voudrais juste signaler un petit trou noir dans l'application du droit spécial qui a concerné les 3 premiers jours de décembre, plus ou moins, parce que le dispositif initial devait durer jusqu'au 30 novembre et il n'a été prolongé que le 2 décembre avec une prorogation qui prend effet à compter du 3 décembre. Donc, pendant quelques jours, le droit dérogatoire n'a pas pu s'appliquer et pour autant, les assemblées ne devaient pas pouvoir se réunir normalement. Donc, voilà, il y a un petit trou. Voilà pour ça. Alors, en ce qui concerne la possibilité de proroger le délai au-delà du 31 juillet 2020, a priori, ça ne sera pas possible sans qu'une nouvelle ordonnance le décide, puisque l'ordonnance du 25 mars prévoit une date butoir, qui est au 31 juillet 2021. Et y a-t-il un dispositif de prorogation de tenue des assemblées générales d'approbation des comptes, comme c'était déjà le cas l'année dernière? Non. Aucun texte ne prévoit un allongement du délai de tenue des assemblées générales pour cette année. Le texte de l'an dernier, qui avait prévu un allongement de 3 mois, n'a pas été reconduit. Pour mémoire, d'ailleurs, c'était l'ordonnance du 15 mars 2020. Donc, le champ d'application de ce dispositif spécial maintenant, enfin, en ce qui concerne les groupements concernés,
Il s'agit de toutes les personnes morales et de toutes les entités dépourvues de personnes morales de droit privé, quelle que soit leur forme juridique. Donc c'est très large et il s'agit de toutes les assemblées, spéciales, générales, ordinaires ou extraordinaires. Donc il n'y a pratiquement pas de limite, en tout cas c'est très large. Alors, s'agissant des sociétés que nous allons aborder dans le cadre de ce webinaire, nous allons donc envisager les sociétés commerciales les plus courantes, c'est-à-dire les SARL, les SAS, les SA et les sociétés civiles de droit commun. Nous n'aborderons pas les règles spéciales qui sont applicables aux sociétés cotées. S'agissant toujours du domaine d'application des textes, il s'applique à toutes les assemblées, quel que soit l'ordre du jour, qu'il s'agisse d'une assemblée générale, ordinaire, extraordinaire, ou même spéciale, ou une assemblée générale d'obligataire. Par contre, concernant les questions que vous pourrez poser sur le chat, vous pourrez tout à fait poser des questions relatives aux sociétés cotées. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, nous allons commencer cette étude par vous présenter tout d'abord les 4 modalités de consultation des associés hors leur présence, c'est-à-dire l'Assemblée générale à huis clos qui a été créée par le dispositif spécial, la consultation écrite et les assemblées générales dématérialisées qui ont été adaptées et dont le champ d'application a été étendu par le dispositif spécial, et l'acte sous signature privée qui, lui, n'est pas du tout envisagé par le dispositif spécial, mais qui, comme on le verra, peut être très intéressant à utiliser si c'est possible pendant cette période de pandémie. Et bien entendu, il ne faut pas perdre de vue toujours que les assemblées générales physiques sont toujours, on peut toujours les réunir, bien entendu en dehors des 16 départements où les déplacements sont interdits et si aucune mesure administrative ne l'interdit, et bien, si les règles relatives à la distanciation sociale et à la tenue des réunions sont respectées. Donc, la slide que vous voyez à l'écran est un tableau qui présente de façon synthétique les modes de consultation autorisés pour les sociétés civiles et les principales sociétés commerciales, les SARL et sociétés par action. Nous n'allons pas nous étendre sur ce tableau puisque toutes les informations qui y figurent seront présentées dans les développements qui vont suivre. Donc, nous allons débuter cette étude par les assemblées générales à huis clos. Qu'est-ce qu'une assemblée générale à huis clos? Rappelons tout d'abord que le terme huis clos n'est pas du tout employé par les textes du dispositif spécial, mais on trouve une définition à l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Donc, une assemblée générale à huis clos est une assemblée générale tenue sans que les membres de l'assemblée n'assistent à la séance en y étant présents physiquement ou par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle. Donc, si vous avez déjà lu un peu de littérature juridique sur la définition de l'Assemblée générale à huis clos, vous verrez que contrairement à certains auteurs, nous avons une lecture assez restrictive du huis clos, qui exclut tant la présence physique des associés que leur participation par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle. Il en résulte donc que l'Assemblée à huis clos ne se tient qu'en présence du bureau ou à défaut dans les SARL par exemple, du dirigeant de la société. Il en résulte également qu'une assemblée appelée à se tenir hors la présence physique des associés, mais avec la possibilité pour ceux-ci de participer par voie de conférence audiovisuelle ou téléphonique, n'est pas à notre sens une assemblée à huis clos proprement dit. Il s'agit en fait d'une assemblée générale dématérialisée, dont nous présenterons le régime un peu plus tard, et où les associés peuvent voter selon les mêmes modalités que pour les assemblées générales à huis clos. Comme nous le verrons, l'assemblée dématérialisée peut se tenir sans avoir à justifier d'une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires. En effet, la tenue d'une telle assemblée qui permet aux associés d'y assister, de s'y exprimer à distance, n'est pas aussi attentatoire aux droits des associés que l'Assemblée générale à huis clos, comme nous allons le voir bientôt. Alors, quelles sont les conditions pour tenir une Assemblée générale à huis clos? Alors, déjà, toutes les sociétés civiles et commerciales sont concernées et toutes les assemblées le sont. Dans la mesure où ces assemblées à huis clos sont, comme Arnaud vient de le dire, attentatoires aux droits des associés, puisqu'elles portent atteinte à leur droit d'assister physiquement à l'assemblée
et à tous les droits qui en découlent, par exemple celui de poser des questions en cours de séance. Leur mise en œuvre est soumise à la condition que la tenue d'assemblée classique ne soit pas possible. Enfin, c'est pas comme ça que la loi, que le texte le présente. Le texte dit qu'il faut qu'à la date de la convocation de l'assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fasse obstacle à la présence physique des assemblées. Donc, il faut une mesure administrative qui fait obstacle à la présence des assemblées. Cette mesure administrative, on imagine malheureusement assez bien ce que c'est. C'est un confinement, une jauge. Actuellement, on identifie deux dispositions couvrant en tout cas l'ensemble du territoire qui peuvent être utilisées. C'est l'article 3.3 du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 qui limite les rassemblements, activités, réunions dans l'espace public ou dans les lieux ouverts au public à 6 personnes. Alors, la question de la définition du lieu ouvert au public est discutée. Donc, je ne vais pas rentrer là tout de suite dans cette discussion-là, mais en tout cas, ça fait partie des dispositions qu'on imagine pouvoir constituer un obstacle à la réunion d'une assemblée. Et l'autre disposition, c'est l'article 1 qui, plus généralement, exige de pouvoir respecter les gestes barrières en toutes circonstances. Donc, c'est là encore sans doute une disposition qui peut être invoquée comme s'opposant à la tenue régulière d'une assemblée physiquement. Alors, je précise à l'interdiction concernant les rassemblements, c'est les rassemblements à caractère professionnel, mais à notre avis, la tenue des assemblées ne rentre pas dans le cadre de cette exception parce qu'il ne s'agit pas d'une activité professionnelle, sauf si il s'agit d'une assemblée, par exemple, qui regroupe des représentants d'une formation, les avocats qui exercent dans le cadre d'une SCP, etc. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas général de l'assemblée. L'appréciation de l'obstacle à la présence physique doit être fait in concreto en tenant compte des caractéristiques de l'assemblée concernée. Donc, il faut voir le nombre d'associés qui sont habituellement présents, la possibilité pour les sociétés de les accueillir dans un lieu qui permet le respect des règles sanitaires, alors avec évidemment toutes les questions que ces dispositions posent, qui sont évidemment bien réelles et pas toutes, qui n'ont pas toutes de réponse. Alors, une chose qui fait guère de doute aujourd'hui, c'est que les 16 départements qui sont soumis à des mesures de confinement renforcées, parmi lesquels tous ceux de la région Île-de-France, rentrent dans le cadre enfin, en tout cas, sont des départements dans lesquels il existe un obstacle à la tenue des assemblées, puisqu'on ne peut pas s'y déplacer, sauf pour des motifs limitativement énumérés, parmi lesquels la tenue des assemblées n'est pas mentionnée. Donc, qui peut décider de tenir l'assemblée à huis clos? Maintenant, on va parler du fonctionnement concret de ces assemblées. Alors, le droit spécial dit que c'est en principe évidemment l'organe compétent pour convoquer l'assemblée, mais que cet organe peut aussi déléguer par écrit, sur un support papier ou électronique, sa compétence pour décider de la tenue de cette assemblée à huis clos à toute personne de son choix. Alors, à notre avis, seul le pouvoir de déléguer le choix de l'organisation de l'assemblée à huis clos est possible, pas celui de convoquer les associés. Arnaud, comment informer les associés? Alors, comment les informer? Donc, tout d'abord, les associés et toutes les personnes qui ont le droit d'assister à l'assemblée, c'est-à-dire commissaires aux comptes, membres du comité social et économique, doivent être avisés par tout moyen permettant d'assurer leur information effective de la date et de l'heure de l'assemblée, ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer les droits attachés à leur qualité. Les règles de convocation habituelles perdurent cependant, et notamment le contenu de la convocation et les délais de convocation. Il convient cependant de noter que l'absence d'envoi des convocations par courrier postal n'est plus sanctionnée par la nullité, si des circonstances extérieures à la société l'ont empêché. Il peut par exemple s'agir
de l'impossibilité d'accéder aux locaux de la société pour envoyer les courriers de convocation. Lorsqu'une demande de communication ou d'information est faite par un associé, précisons que si la société est tenue d'y faire droit, on peut préciser que la communication peut être effectuée par message électronique, sous réserve que le membre en question indique dans sa demande l'adresse électronique à laquelle il souhaite que la réponse soit adressée, bien entendu. Alors, que se passe-t-il s'il était prévu que l'Assemblée se tienne en présentiel ou à huis clos et que, inversement, suite justement à des modifications de règles sanitaires, on ne puisse plus tenir l'Assemblée comme c'était initialement prévu? Alors, le dispositif spécial prévoit dans ce cas que la modification du lieu de l'Assemblée ou des modes de participation ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité de la convocation. En revanche, il faut informer les associés et les autres personnes ayant le droit de participer à l'Assemblée par tout moyen 3 jours au moins avant la date de l'Assemblée. Alors, maintenant, on va s'interroger sur la façon de participer effectivement à une assemblée à huis clos. Donc, il y a 3 moyens de participer à une assemblée générale à huis clos qui sont le vote par correspondance, le vote électronique préalable à l'assemblée et le vote par procuration. Je rappelle que comme je l'ai déjà dit au début, que nous avons une vision restrictive de l'assemblée générale à huis clos et donc nous n'avons pas inclus ici le vote en visioconférence ou en téléconférence. Et c'est Maya qui va nous présenter ces différentes modalités de vote. Alors, en ce qui concerne le vote par correspondance d'abord, le dispositif spécial prévoit que l'organe compétent ou son délégataire peut décider que les associés votent par correspondance avant l'Assemblée dans toutes les sociétés, et là encore, quelle que soit l'Assemblée concernée, sans qu'une clause des statuts n'ait à le prévoir, ni ne puisse s'y opposer. Ce même organe ou son délégataire peut décider que les instructions de vote sont adressées à la société par message électronique, à l'adresse électronique indiquée dans la convocation. Alors, deux cas de figure. Soit les règles applicables à la société encadrent déjà le vote par correspondance, comme c'est le cas dans les sociétés anonymes, alors il s'exerce selon ces règles. Si tel n'est pas le cas, la société doit adresser aux associés et aux autres personnes ayant le droit d'assister à l'Assemblée au plus tard en même temps que la convocation de l'Assemblée, les 3 types de documents suivants. Alors, le texte des décisions proposées, le bulletin de vote et les documents nécessaires à l'information des membres de l'Assemblée. Pour le calcul du quorum, ces documents doivent préciser la date limite de réception des bulletins de vote qui ne peut être postérieure au 3e jour ouvré avant la réunion de l'Assemblée. Le procès-verbal, lorsqu'il est exigé par les règles qui gouvernent l'Assemblée, doit mentionner qu'il a été fait recours au vote par correspondance si cela n'est pas habituellement le cas. En ce qui concerne le vote par procuration maintenant, alors d'abord on souligne qu'il peut s'avérer compliqué à mettre en œuvre puisque la personne à laquelle il est donné pouvoir n'a pas nécessairement la possibilité d'assister elle-même à l'Assemblée à huis clos. Donc, ça peut n'être qu'une manière de repousser le problème. D'autant plus que le droit commun applicable à chaque forme sociale demeure en vigueur s'agissant des personnes auxquelles un associé peut donner procuration et que donc ces personnes sont limitativement désignées ou doivent être prévues par les statuts. On peut également dire que des règles spéciales applicables aux sociétés par action autres que les SAS sont prévues s'agissant des mandats avec indication de mandataire. Ces mandats peuvent valablement parvenir à la société jusqu'au 4e jour précédant la date de l'Assemblée générale et le mandataire adresse ses instructions à la société par message électronique à l'adresse indiquée par la société au plus tard le 4e jour précédant la date de l'Assemblée aussi. Donc voilà pour ces 2 modes de vote. Maintenant, le vote électronique qui dans ce cas précis, s'exerce par anticipation. On ne parle pas du vote en séance dans le cas d'une assemblée dématérialisée, comme Arnaud disait tout à l'heure. Dans les SARL et les sociétés par action autres que les SAS, l'organe compétent ou son délégataire peut décider, sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire, que les associés peuvent voter par voie électronique.
Dans ce cas, la société doit aménager un site internet exclusivement consacré à ce vote. À notre avis, dans les SAS, ce mode de participation n'est pas interdit. Il nous paraît prudent de faire la même chose que pour les autres sociétés et d'aménager aussi ici un site internet dédié. Alors, s'agissant du bureau de l'Assemblée, comme vous le savez, dans les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par action et les sociétés européennes, un bureau doit être constitué lors d'une assemblée. Donc, s'agissant de l'assemblée à huis clos, le dispositif spécial prévoit dans ces sociétés que l'assemblée doit être présidée par le président du conseil d'administration ou de surveillance, ou en son absence par la personne prévue par les statuts, et à défaut par la personne désignée à cet effet par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance parmi ses membres, ou en cas d'indisponibilité parmi les mandataires sociaux. Et c'est là que le dispositif spécial rajoute quelque chose. En outre, 2 scrutateurs doivent être désignés par l'organe compétent pour convoquer l'Assemblée parmi les 10 actionnaires qui disposent du plus grand nombre de droits de vote. En l'absence de réponse ou en cas de refus de ces actionnaires, l'organe compétent pour convoquer l'Assemblée peut choisir les scrutateurs parmi les autres actionnaires ou en dehors. Les actionnaires doivent être informés dès que possible et par tout moyen de l'identité et de la qualité des personnes désignées. Cette information pouvant par exemple être transmise en même temps que la convocation des associés si on sait déjà qui seront ces personnes. Ces mesures spéciales, comme on l'a dit, ne concernent pas les autres formes sociales qui demeurent soumises au droit commun. Alors, le procès verbal de l'Assemblée générale à huis clos doit également contenir certaines mentions spécifiques. Si les dispositions législatives réglementaires ou les statuts prévoient l'établissement d'un tel procès verbal. Donc, ce dernier devra mentionner notamment que l'Assemblée se tient sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'utilisation, le cas échéant, du vote par correspondance si cela n'est pas possible habituellement dans la société, et la nature de la mesure administrative qui a justifié la tenue de l'Assemblée générale à huis clos. Alors, on va maintenant s'interroger sur les sanctions applicables si l'Assemblée se tient à huis clos alors qu'on n'est pas dans un cas autorisé. Donc, la première sanction à laquelle on pourrait penser est la nullité des décisions prises pour atteinte au droit de l'associé de participer aux décisions collectives, conformément à l'article 1844 du Code civil. En effet, comme on l'a déjà dit, tenir une assemblée générale à huis clos est attentatoire aux droits des associés qui ne pourront pas se déplacer et pas poser, par exemple, de questions en séance. Donc, c'est assez attentatoire à leurs droits. Ensuite, on pourrait voir engager la responsabilité des dirigeants et des personnes responsables des choix relatifs au mode de consultation des associés, donc les personnes qui ont décidé de tenir l'Assemblée générale à huis clos, puisque, comme on l'a vu, ce n'est pas forcément le dirigeant. Au niveau des sanctions pénales, on peut aussi rappeler que dans les SA et les SCA, la participation aux assemblées est protégée, et le fait d'empêcher un actionnaire de participer à une assemblée est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 9 000 €. Et dans les SAS, le fait pour les dirigeants de ne pas consulter les associés dans les conditions prévues par les statuts dans certaines situations, donc il s'agit des augmentations de capital, amortissement ou réduction, de fusion, de scission, de dissolution ou de transformation de la société en une société d'une autre forme, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Mais il y a aussi des sanctions si on tient une assemblée physique malgré les restrictions sanitaires, et c'est bien là d'ailleurs qu'est tout le problème, c'est que ce n'est pas si simple. Alors ces sanctions, ce sont des amendes et les autres sanctions courues en cas de non-respect des règles sanitaires. Alors, évidemment, s'il est considéré que le siège social est un lieu ouvert au public, que l'assemblée qui s'y tient réunit plus de 6 personnes, ou si les gestes barrières ne sont pas respectés. Et puis la responsabilité civile des dirigeants et des responsables des choix relatifs à l'organisation de l'assemblée. Alors maintenant, passons aux assemblées dématérialisées. Donc,
La possibilité de tenir l'Assemblée générale par voie de visioconférence ou téléconférence est ouverte à l'ensemble des sociétés et pour l'ensemble des associés, y compris lorsque les règles qui les régissent normalement ne le prévoient pas, et même lorsque les statuts ne le prévoient pas ou s'y opposent. Donc cette dématérialisation bénéficie aux associés et à toutes les personnes ayant le droit d'assister à l'Assemblée. On l'a dit, à notre avis, à la différence de la décision de tenir l'Assemblée à huis clos, celle de recourir à l'Assemblée dématérialisée n'est pas soumise à des conditions liées à l'existence d'une mesure administrative restrictive. Dans le cas d'une assemblée tenue physiquement, il pourra aussi être proposé aux assemblées de participer à l'assemblée de façon dématérialisée, dans les conditions que nous allons exposer maintenant. Donc, en ce qui concerne la personne qui peut décider de tenir une assemblée dématérialisée, je passe vite, c'est pareil pour les assemblées à huis clos, donc c'est pas la peine que j'y revienne. De toute façon, vous pourrez télécharger la présentation. En ce qui concerne les règles de convocation, Arnaud va vous les expliquer. Oui, alors s'agissant de la convocation des associés à l'Assemblée générale dématérialisée, ici encore les règles de droit commun des convocations contenues délai s'appliquent. Par contre, la convocation, bien entendu, doit contenir les informations relatives aux moyens d'accéder à la conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ici aussi, l'absence d'envoi des convocations par courrier n'est plus sanctionnée par la nullité si des circonstances extérieures à la société l'ont empêché. Et encore, comme pour les assemblées générales à huis clos, lorsqu'une demande de communication ou d'information est faite par un associé et que la société est tenue d'y faire droit, elle peut être effectuée par message électronique, bien entendu, si l'associé a indiqué l'adresse électronique à laquelle la société doit répondre. Ensuite, que se passe-t-il s'il était prévu de tenir l'Assemblée générale en présentiel et qu'au final, on doit la tenir de façon dématérialisée, du fait notamment des modifications des règles sanitaires, comme pour les assemblées générales à huis clos, on n'a pas renouvelé la convocation, mais il faut en informer les associés. Je vous laisse vous référer à ce qui a été dit avant à ce sujet. Ensuite, quels sont les moyens techniques nécessaires à l'organisation d'une assemblée générale dématérialisée ? Alors, dans les SA, SCA et SE, la nature des moyens techniques et les conditions de leur mise en œuvre sont celles déjà déterminées par les dispositions réglementaires applicables à ces formes sociales, c'est-à-dire transmission d'au moins la voix des participants et retransmission continue et simultanée des délibérations. Et ça figure à l'article R225-97 du Code de commerce. Pour les autres formes sociales, le texte spécial prévoit des conditions quasi similaires, c'est-à-dire possibilité d'identifier les associés qui participent à l'Assemblée, transmission d'au moins la voix des participants et retransmission continue et simultanée des débats. Attention, cependant, dans les SA, les SCA et les SE, ainsi que les SARL, si un vote électronique est prévu en séance, le droit commun exige que la société aménage un site internet exclusivement consacré à ce vote en assemblée. Donc, il faudra mettre en place ce système. Alors, comment participer à une assemblée dématérialisée? Tout d'abord, on va penser visioconférence et conférence téléphonique. Dans ce cas, les associés vont voter soit par oral, soit par un vote électronique en séance. Et concernant le bureau d'une assemblée de SA tenue par visioconférence, précisons que les dispositions de droit commun s'appliquent. Les règles spéciales prévues par le dispositif Covid ne s'appliquent qu'aux AG tenus sans présence physique, ni participation par visio ou conférence téléphonique. Alors, le procès-verbal. Si les dispositions législatives ou réglementaires ou les statuts prévoient l'établissement d'un procès-verbal, alors il devra mentionner le fait qu'il a été fait application de l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2020 afin de permettre aux membres de participer par voie de conférence téléphonique audiovisuelle. Pareil, si le vote par correspondance a été utilisé alors que ça n'est pas habituellement possible, une mention doit le préciser. Maintenant, on va passer à la consultation écrite. Alors, avant tout, rappelons que bien que les textes du dispositif spécial soient un peu ambigus à ce sujet,
il faut garder à l'esprit qu'il s'agit bien d'un mode de consultation des associés alternatif aux assemblées. La possibilité de consulter les associés par écrit est ouverte à l'ensemble des sociétés pour l'ensemble des consultations, là encore, y compris lorsque les règles qui les régissent normalement ne le prévoient pas ou lorsque les statuts ne le prévoient pas ou s'y opposent. Lorsque les règles normalement applicables à la société prévoient déjà la consultation écrite, évidemment, ce sont elles qui s'appliquent et pas le droit spécial. Donc, les textes du droit spécial qui prévoient la consultation écrite ne la conditionnent pas à l'existence d'une mesure administrative faisant obstacle à l'assemblée des associés, comme c'est le cas pour les assemblées à huis clos. Alors, évidemment, c'est étonnant parce que comme l'assemblée à huis clos, la consultation écrite porte atteinte aux droits des associés exactement de la même manière. Donc, on pourrait se demander si l'esprit du droit spécial ne commande pas de faire application des mêmes conditions, mais ce n'est pas prévu par les textes. Donc, a priori, il n'y a pas de raison de conditionner le recours à la consultation écrite à la preuve d'une mesure administrative qui fait obstacle à la réunion physique des associés. Et la foire aux questions publiée par le ministère de l'économie, des finances et de la relance, mise à jour le 15 mars dernier, est aussi en ce sens. Donc, a priori, non. Alors, qui peut décider de consulter les associés par écrit? Comme pour les assemblées générales à huis clos, c'est l'organe compétent pour convoquer l'assemblée, qui peut déléguer par écrit dans les mêmes conditions. Et ici aussi, à notre avis, seul le pouvoir de choisir de consulter les associés par écrit est délégué, pas celui de décider de les consulter. Alors, si la consultation écrite est prévue par le droit commun applicable à la société, ce sont ces règles qui vont s'appliquer. C'est notamment le cas dans les sociétés civiles, les SARL, hors approbation des comptes. Si cela n'est pas le cas, le texte spécial précise que la société doit adresser aux associés par écrit le texte des décisions proposées, un bulletin de réponse avec le cas échéant l'adresse électronique à laquelle le retourné et le délai de réponse, qui ne peut pas être inférieur à 15 jours à compter de l'envoi, et les documents, bien entendu, nécessaires à l'information des associés. Donc, le texte des décisions proposées et les documents nécessaires à l'information des associés doivent également être adressés aux autres personnes ayant le droit d'assister à l'Assemblée, c'est-à-dire le commissaire aux comptes et les membres du comité social et économique. L'organe compétent ou son délégataire peut décider que les associés peuvent adresser leur réponse par message électronique à l'adresse indiquée dans le document qui leur a été adressé. Donc, en cas de consultation écrite des associés, les règles de quorum sont celles applicables aux décisions collectives prises en assemblée. Le quorum est calculé en tenant compte du nombre de membres de l'assemblée ayant exprimé un vote ou du nombre de voix dont ils disposent selon le cas. Les règles de majorité sont également celles applicables aux assemblées générales. S'agissant du procès-verbal de consultation écrite, le dispositif spécial prévoit que certaines mentions doivent être indiquées. La date des décisions, le texte des décisions proposées, les documents adressés aux membres de l'Assemblée, la date à laquelle les documents et informations ont été adressés aux membres de l'Assemblée et le délai qui leur a été imparti pour répondre, et l'identité des associés ayant adressé une réponse reçue au plus tard à la date d'échéance de ce délai, le nombre de voix détenues par chacun d'eux, et pour chaque décision proposée, le résultat de la consultation écrite. Alors, Arnaud, j'ai deux petites questions sur les consultations écrites. La première, c'est est-ce que le vote électronique est possible dans le cadre de la consultation écrite? Non, on ne peut pas voter électroniquement en cas de consultation écrite. Par contre, on peut adresser, l'associé peut adresser sa réponse par courrier électronique, mais il ne pourra pas voter électroniquement. D'accord, c'est une sorte de vote par correspondance. Voilà. Et une autre question, finalement, est-ce que les AG à huis clos, quel est le plus simple entre la tenue d'une AG à huis clos et la mise en place d'une consultation écrite? Alors pour nous, c'est la consultation écrite, puisque en cas de consultation écrite, il n'y a qu'une modalité de vote, alors qu'en cas d'assemblée générale tenue à huis clos, il y a 3 modalités de vote avec des régimes juridiques propres
qui cohabitent. Donc, c'est plus simple. En outre, en cas de consultation écrite, il n'y a pas besoin de constituer un bureau. Et comme on l'a déjà dit, la consultation écrite ne nécessite pas des mesures administratives empêchant la présence des associés physiquement, enfin empêchant les associés. Ok, merci. Donc maintenant, on passe à l'acte sous signature privée. Alors, qui n'est pas envisagé par les dispositions spéciales, mais qu'on mentionne malgré tout, parce qu'il s'agit pour nous d'un mode de consultation intéressant qui évite évidemment de réunir les associés. Donc, dans ce cadre-là, une personne, le dirigeant ou toute autre personne habilitée, va à la rencontre de chaque associé pour recueillir sa signature. Alors, évidemment, pour qu'il aille à la rencontre physique, ça suppose qu'il n'y a pas de mesure administrative qui impose le déplacement, mais on peut aussi faire circuler l'acte entre les associés par voie postale ou électronique. Ce mode de consultation peut être utilisé dans les sociétés civiles, dans les SARL si les statuts le prévoient, hors approbation des comptes, et dans les SAS, là encore, si les statuts le prévoient. Donc, les modalités de la consultation des associés par acte, ça dépend des sociétés. Donc, les décisions des associés de société civile et de SARL doivent être prises à l'unanimité. En revanche, ce n'est pas le cas dans les SAS, sauf décision devant être prise à l'unanimité en application de la loi ou d'une clause statutaire. En revanche, la preuve de la consultation de l'ensemble des associés nécessite que chaque associé signe l'acte et cette preuve ne pourra pas être rapportée si l'un d'entre eux refuse de le signer pour exprimer un vote négatif. Donc, c'est là que ça peut un peu coincer. Le commissaire aux comptes et les membres du comité social et économique doivent être avisés de la consultation des associés par la signature d'un acte, au plus tard, en même temps que les associés. Donc, on a fini de présenter les règles qui s'appliquent à ces dispositifs dérogatoires. On va essayer de répondre à certaines questions qu'on nous a peut-être sélectionnées. Alors, attends, je vais regarder. Est-ce que les associations peuvent bénéficier de ces mesures? Oui, tout à fait. Les associations font partie des personnes morales qui peuvent bénéficier des mesures que nous venons d'exposer. Oui, tout à fait. Alors, vous avez exclu le vote en visioconférence. Est-il possible d'avoir des associés en présentiel et d'autres en visio? Tout à fait, oui, comme le droit commun le prévoit. Si, comme on l'a dit, s'il n'y a pas de mesure empêchant les personnes de se déplacer et qu'il y a, par exemple, moins de 6 associés sur place, on pourra faire du présentiel et de la visio, toujours si les règles sanitaires sont respectées. Alors, est-ce que c'est applicable à une association? On l'a déjà dit, oui. Arnaud vient de le dire. Alors, lorsque les actionnaires assistent à l'AG par des moyens de visioconférence, le bureau de l'Assemblée est-il obligé de se réunir? En principe, oui, il faut un bureau, comme dans les sociétés qui peuvent user de la visio en droit commun. Il faut qu'un bureau soit constitué, au moins pour pouvoir vérifier que les associés sont bien présents, ce sont bien les bons associés, pour comptabiliser leur vote, bien évidemment. Donc, effectivement, il faut bien un bureau, oui. En SARL, on peut faire une consultation écrite, oui. Oui. C'est ouvert à toutes les sociétés. Tout à fait, oui. Comment prouver le vote verbal lors d'une assemblée en visioconférence? Alors, si vous avez l'image et le son, un enregistrement, c'est un commencement de preuve. Et du coup, je pense que le fait d'enregistrer pourra servir de preuve comme quoi l'associé a voté en visio. Alors, est-on obligé de créer un site pour une assemblée dématérialisée? Alors, on n'est pas obligé de créer un site pour une assemblée dématérialisée, ce n'est que si vous avez recours
au vote électronique en assemblée que là, il vous faudra un site dédié. Ben oui, l'AG d'approbation des comptes. Oui, les AG d'approbation. Il n'y a pas eu de report comme c'était le cas l'année dernière. L'année dernière, il y avait un texte qui reportait de 3 mois, il me semble, la date d'approbation des comptes. Mais cette année, il n'y a pas eu de texte. Donc, effectivement, il faudra la tenir avant le 30 juin 2021 ou bien demander un report au président du greffe du tribunal au président du tribunal de commerce comme c'est le cas en droit habituellement. Donc, non, toujours pas de rapport. Allez-vous nous transmettre votre diaporama? Oui. Bien sûr, il est téléchargeable alors, je ne sais pas, mais peut-être qu'il est aussi envoyé par mail, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il est téléchargeable sur le site de WebIKEO longtemps et on vous le renverra avec les réponses aux questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre aujourd'hui. Donc, vous pourrez à nouveau le télécharger. Donc, oui. Présentiel. Alors, donc sur la convocation, on convoque principalement en présentiel avec précision que certains associés suivent en visio. Sur la convocation, on convoque les associés comme d'habitude et on leur dit que s'ils veulent, ils peuvent assister à l'assemblée en visioconférence en leur mettant les moyens mis à leur disposition pour qu'ils puissent effectivement assister à l'assemblée en visioconférence. Encore plein de questions. En fait, vous avez posé beaucoup de questions. On n'aura pas le temps de répondre à tout, mais de toute manière, on répondra à tout, mais on n'aura pas le temps de répondre à tout aujourd'hui, parce que là, il nous reste très peu de temps. Donc, Arnaud, il y a d'autres questions auxquelles tu veux... le vote électronique est-il obligatoire? Le vote, non, c'est une possibilité. Il n'y a pas d'obligation de proposer le vote électronique. Surtout que ça peut engendrer des frais pour la société de recourir à ce mode de vote, surtout s'il faut créer un site dédié à cet effet. Dans une SA. Alors, dans une SA, devons-nous envoyer l'intégralité des documents d'AG avant la consultation écrite ou pouvons-nous les envoyer uniquement aux actionnaires qui en font la demande? Il faut l'envoyer à tout le monde, oui. Pas uniquement aux actionnaires qui en font la demande. Je suis désolée Arnaud, j'ai des problèmes en cas de consultation écrite. De circulation. Non, je ne sais pas si on les a toutes vues, mais ça bug un peu. Ah, différence entre les barres, c'est pas... Alors, la consultation écrite, l'axe sous sein privé, c'est... comment expliquer ça? C'est la trame, c'est un peu comme une AG où vous avez les résolutions et les associés signent tous à la fin, alors que la consultation écrite, c'est un bulletin que vous envoyez aux associés. C'est là la grande différence. Dans l'acte sous sein privé, l'acte doit circuler entre tous les associés, alors que la consultation écrite, ils doivent chacun envoyer leur bulletin, en fait, renvoyer à la société leur bulletin. Oui, c'est un vrai mode. Et puis l'acte signature privée n'est pas... Voilà, on ne peut pas l'utiliser dans toutes les sociétés et comme on l'a dit, très souvent, il faut l'unanimité des associés. Donc, c'est pas le plus pratique. Voilà, si on a beaucoup d'associés et qu'il y a des associés qui refusent de voter ou qui votent... Qui refusent de signer tout simplement, on ne pourra pas adopter les décisions qui figurent dans l'acte sous sein privé. Alors, dans une SA cotée en bourse. Alors, ça, c'est pas... Oui, non, pardon. Bon, de toute façon, en fait, Arnaud, je suis désolée, il reste 2 minutes. Donc, je vais me déconnecter rapidement. De toute façon, comme je vous l'ai dit, on vous répondra... très vite par écrit, on va faire une liste de toutes les questions et on va vous répondre de toutes les questions qui appellent des réponses un peu plus élaborées et on va vous y répondre très vite. Et puis, si
si vous voulez en savoir plus de façon générale, vous pouvez aussi vous connecter au Navis. On vous offre un essai gratuit. Donc, dans le Navis droit des affaires, vous aurez toutes les réponses en droit des sociétés sur ces systèmes-là. Et on a aussi... est aussi paru au BRDA un numéro spécial sur les assemblées et les organes sociaux en période de pandémie, dans lesquels il y a des commentaires détaillés de toutes les dispositions de droit dérogatoire sur les délibérations et la tenue d'assemblée générale. Donc, vous pouvez aussi l'acheter au numéro. Voilà, donc on vous remercie d'avoir assisté au webinaire et pour toutes vos questions. Et on vous donne rendez-vous très bientôt avec des réponses. Oui, des réponses à toutes vos questions. Merci, au revoir. Au revoir.